Il faut qu'on se remémore un instant la nuit du 19 juin 2020. Ouais, une date assez marquante. Absolument. C'est le Juneteenth, donc la date qui commémore la fin de l'esclavage aux États-Unis. Et dehors, les rues des grandes villes américaines sont complètement en ébullition. Il y a les manifestations après la mort de George Floyd, c'est ça, hein? C'est ça, des centaines de milliers de personnes dans les rues, il y a du bruit, du gaz lacrymogène, une tension historique qu'on peut presque toucher. Mais exactement au même moment, à des milliers de kilomètres de là, dans une petite salle informatique au Texas, il y a un silence absolu. Juste le bruit des ventilateurs, quoi. Exactement, juste un léger bourdonnement de serveur. Sauf que ce serveur, il est doucement, mais sûrement, en train de se vider de 24 ans d'archives policières hypersensibles. Ce contraste, c'est vraiment une porte d'entrée parfaite pour notre discussion d'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Parce que d'un côté, on a l'histoire qui s'écrit dans la rue, de façon super visible, et de l'autre, on a cette opération purement numérique, invisible, silencieuse, menée par le collectif Anonymous. Mhm. Et c'est un événement qui va redéfinir fondamentalement notre compréhension des limites de la surveillance moderne. Et c'est vraiment tout l'enjeu de notre plongée d'aujourd'hui. Donc on va décortiquer ce qui a très vite été baptisé l'affaire BlueLeaks. Tout à fait. Pour ça, on s'appuie sur des sources hyper solides. On a l'enquête détaillée de Block News et puis les rapports d'investigation de The Intercept et du Guardian. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment 269 gigaoctets de données ont pu fuiter comme ça. C'est énorme. Bah ouais, c'est les données de plus de 200 agences de police, locales et fédérales. Une source interne a même dit que c'était l'équivalent des Pentagon Papers, mais pour les forces de l'ordre. C'est un casse numérique historique. Ah historique par son volume, c'est sûr. Mais en fait, quand on plonge dans les sources, le plus choquant, c'est même pas le piratage en soi. Non. Non, c'est la fragilité ahurissante de l'infrastructure qui a rendu ça possible. On découvre un système de sécurité qui tenait littéralement sur un fil. Ça expose une négligence systémique assez dingue. Ok, décortiquons un peu tout ça, parce qu'avant de comprendre le casse en lui-même, il faut comprendre pourquoi toutes ces infos étaient réunies au même endroit. Bah ouais, c'est la vraie question. Je veux dire, spontanément, on se dit que FBI, la CIA et le poste de police du coin, ils ont chacun leur serveur, non? Des trucs bien séparés. Et c'était exactement le cas. Jusqu'à un événement traumatique qui a tout changé dans l'architecture sécuritaire américaine. Le 11 septembre. Exactement, le 11 septembre 2001. Après ces attentats, la commission d'enquête a fait un constat super dur. Les agences ne communiquaient pas entre elles. Chacun dans son coin, quoi. Voilà, l'info existait, mais elle était coincée dans des silos étanches. Donc le Congrès a dit, on va créer des fusion centers, des centres de fusion de données. Le but, c'était de casser ces murs et tout mettre sous le même toit. Avec les gros financements du DHS derrière. Ouais, le département de la sécurité intérieure a injecté des financements massifs pour ça. Sur le papier, franchement, la logique se tient. On met tout le monde à la même table pour pas rater la prochaine grosse ménesse. Oui, l'intention de départ est compréhensible. Sauf qu'en pratique, c'est devenu une base de données monumentale. Quand on regarde les sources, on trouve de tout. Des alertes du FBI, des listes de militants locaux, des données bancaires, tout ça mélangé. C'est un vrai poupouris de la surveillance, oui. Mais là où j'ai besoin de vous, c'est comment le gouvernement américain, avec ses milliards en cybersécurité, a pu confier tout ce trésor à une boîte qui s'appelle Nessential. Alors là, il faut vraiment s'arrêter sur le profil de cette entreprise, parce que le décalage est comique. C'est pas un géant militaire, hein. C'est une simple petite PME au Texas, à Houston. D'accord. Au moment des faits, Nessential, c'était 5 employés. 5. Pour gérer les données de 200 agences, 5 personnes, ouais. Et un chiffre d'affaires annuel autour de 420 000 $. Dans la cybersécurité, c'est même pas une goutte d'eau, c'est microscopique. C'est fou. Et les sources précisent que leur site web, il ressemblait à une vieille page des années 90 figée dans le temps. Mais attendez, comment c'est légalement possible de sous-traiter des données liées au terrorisme à une boîte de cette taille? C'est comme construire le coffre-fort le plus blindé du monde, mais laisser les clés à une cabane de jardin en papier mâché. Ce qui est fascinant ici, c'est le modèle de sécurité. En fait, ils ne s'appuyaient pas sur la robustesse technologique. Ils utilisaient ce qu'on appelle la sécurité par l'obscurité. C'est-à-dire? On se cache et on espère qu'on ne nous voit pas. C'est exactement ça. Le postulat, c'était que personne n'irait attaquer Netsential parce que personne ne savait qu'ils existaient. Et encore moins qu'ils hébergeaient les fameux centres de fusion. Mais c'est hyper risqué. On parie sur le fait que les pirates trouveront pas l'adresse IP, en gros. Ouais, c'est un rempart psychologique. On cache la clé sous le paillasson et on espère que le cambrioleur soulèvera pas ce paillasson-là. Sauf que le jour où quelqu'un regarde. Tout s'effondre. C'est binaire. Il suffit d'une fuite d'adresse web et le système n'a plus aucune défense. Et justement,
Vu que la porte de la cabane était presque ouverte, il manquait plus que quelqu'un pour pousser. Et c'est là qu'Anonymous fait son grand retour. Ah, le retour d'Anonymous, oui. Parce qu'ils étaient considérés comme cliniquement morts depuis 2013, non? Pourquoi ils sont revenus à ce moment précis? Le déclencheur, c'est vraiment le climat de mai-juin 2020. La mort de George Floyd a été un catalyseur. Ils ont publié des messages pour dire qu'ils voulaient exposer la corruption systémique. Donc ils avaient la motivation idéologique. Exact. Il leur manquait juste une faille technique pour choper des preuves. Et alors la méthode d'attaque, ça casse complètement le mythe d'Hollywood. Ah bah on est loin de Matrix, oui. On imagine toujours les hackers qui tapent des lignes de code vert sur fond noir pour percer un pare-feu militaire. Mais les documents de la National Fusion Center Association montrent que c'était d'une simplicité humiliante. Bah oui. Un compte utilisateur compromis et une fonction d'upload, c'est tout. Juste un bouton de téléchargement. C'est souvent ça la réalité en cyber. La faille n'est pas dans un algorithme complexe, mais dans une interaction banale. En gros, les policiers avaient un formulaire web pour envoyer des documents sur la plateforme. Comme quand on attache un PDF à un mail, quoi. Voilà. Et comment on passe de ça au piratage total? Bah, le serveur est censé vérifier si le fichier est bien un PDF ou une image. Il vérifie l'extension. Normalement, oui. Mais chez NetCential, cette validation était soit absente, soit complètement cassée. Donc les pirates ont utilisé le compte compromis pour envoyer un fichier exécutable, un script malveillant. Et le serveur l'a juste avalé. Pire que ça. Au lieu de juste le stocker, le serveur l'a interprété. Il a exécuté le code. Et en une fraction de seconde, ça a donné un accès profond aux bases de données. C'est vraiment donner les clés du cerveau de la machine. C'est une belle leçon d'humilité. Un pauvre formulaire mal codé a aspiré 269 gigaoctets. Et pour donner une idée de l'échelle, 269 gigas, aujourd'hui, bon, ça tient sur une clé USB du supermarché. Ouais, ça paraît pas énorme dit comme ça. Mais on parle de fichiers texte, de mémos, de PDF compressés. Ça représente plus d'1 million de documents uniques. C'est l'équivalent de camions de déménagement remplis de dossiers paquets. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est la stratégie d'Anonymous après ça. Ils n'ont pas juste balancé tout ça sur un forum obscur. Non, ils ont transmis le butin à Dido Secrets. Distributed Denial of Secrets, oui. L'organisation dirigée par la journaliste Emma Best. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi passer par un intermédiaire au lieu de faire le buzz eux-mêmes? Pour l'organisation, Dido Secrets, c'est un peu une bibliothèque numérique. Eux, ils affirment ne rien pirater, ils reçoivent les données, ils les nettoient, ils les indexent pour qu'on puisse faire des recherches par mots-clés. Ce qui soulève un débat légal assez fou d'ailleurs. Oh que oui. La frontière est hyper poreuse entre le journalisme basé sur des fuites, l'activisme et le recel de données volées. Ouais, on marche sur des œufs. Et donc, le 19 juin 2020, cette énorme archive est mise en ligne. Les journalistes de The Intercept, Vice, The Guardian se jettent dessus. Et c'est là qu'on doit parler du contenu. C'est le cœur du sujet. Alors, petit rappel hyper important pour ceux qui nous écoutent, notre but ici, c'est pas de prendre parti. Droite, gauche, on s'en fiche. On se contente de rapporter de manière totalement neutre ce que les médias ont trouvé dans ces documents officiels. C'est fondamental de le préciser, ouais. Et franchement, ce qu'ils ont trouvé, c'est frappant. Qu'est-ce qui ressort en premier? D'abord, une surveillance politique massive. Les notes montrent que les centres de fusion surveillaient énormément les manifestants de Black Lives Matter. Mais pas que. Ils surveillaient des citoyens tout à fait lambda, sans casier judiciaire. Les sources parlent du Maine, par exemple, où des rapports étaient faits sur des gens qui participaient à des manifs tout à fait légales. Ou qui signaient juste des pétitions, j'ai vu ça. Exactement. Et le pire, c'est que les documents internes montrent qu'ils avaient conscience que c'était limite. Ils savaient que ça flirtait dangereusement avec la violation du 1er et du 4e amendement. Ceux sur la liberté d'expression et contre les fouilles abusives, ouais. Voilà. Au-delà de ça, l'enquête détaille aussi les formations des policiers, et là, c'est assez ahurissant sur le niveau de préparation. Oui, les supports de cours sont très controversés. On y voit des instructeurs qui expliquent comment contourner la procédure ou qui admettent même mentir sous serment. Waouh! Et les journalistes ont trouvé des formations avec des rhétoriques racistes, des statistiques fausses et même du contenu sexuel totalement hors sujet. Dans des présentations officielles de la police? Oui, dans les diapos officiels. Et puis, dans le Minnesota, les analystes notaient que les rapports de renseignement exagéraient délibérément la menace des manifestants. Ce qui crée un climat de paranoïa chez les agents sur le terrain, fatalement. Forcément, si on vous dit que c'est une zone de guerre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'au milieu de tout ça, l'enquête du Guardian a trouvé un truc totalement inattendu. Un lien avec Google. Ah oui, le fameux programme de Google. Le Cybercrime Investigation Group, ou CID.
C'est quand même dingue, cette coopération invisible. Ça illustre parfaitement le lien entre la Silicon Valley et les autorités. En fait, les fuites montrent que ce groupe, chez Google, croisait activement les données des utilisateurs. Concrètement, il faisait quoi? Disons qu'un utilisateur poste des commentaires précis sur YouTube, souvent des profils d'extrême droite dans ce contexte, Google ne faisait pas que modérer le commentaire. Il reliait ce compte YouTube à l'identifiant du téléphone Android, puis à l'adresse Gmail. Pour créer un profil ultra complet. C'est ça. Et le truc contre-intuitif, c'est leur réaction ensuite. Ouais, parce que normalement, si tu violes les conditions, on te bannit. Point barre. Exactement. Mais là, non. Au lieu de fermer le compte, Google prenait tout ce paquet de données et l'envoyait de manière proactive à la police. Et il laissait la personne utiliser son téléphone normalement. Oui, il transformait sciemment le smartphone de l'utilisateur en balise de suivi permanente pour les autorités. Sans rien dire. C'est effrayant quand on y pense. Ça pose d'immenses questions sur l'opacité de nos vies numériques. Mais il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille de BlueLeaks. Pour l'appareil d'État lui-même, c'est un naufrage absolu. Un désastre sécuritaire pur et simple. Ouais. Les chiffres font peur. Il y a 711 000 comptes personnels de policiers et d'agents fédéraux qui ont été exposés. Avec toutes les infos sensibles. Mais tout, leurs noms, les adresses de leur domicile, les numéros de téléphone, et puis l'organigramme des services. Et les mots de passe en clair. Oui. Et des données bancaires, des IBAN. C'est pour ça que c'est une anomalie historique. D'habitude, un lanceur d'alerte y sort des documents politiques. Là, c'est toute la plomberie institutionnelle qui est mise à nu. Imaginez un peu du point de vue d'un service de renseignement étranger ou d'un cartel. Avoir la carte des domiciles de centaines de milliers d'agents américains et savoir s'ils ont des vulnérabilités financières. C'est une arme inestimable. Le système censé tout protéger a été incapable de protéger ses propres agents, en fait. Du coup, face à un séisme pareil qu'on peut comparer à Snowden ou aux Panama Papers, on s'attendait à des grands débats de société. Mais la contre-offensive a été foudroyante, surtout du côté des géants de la tech. Ah oui, la réaction a été immédiate. D'habitude, les réseaux sociaux aiment bien se poser en défenseurs de la liberté d'expression. Mais là, la censure a été instantanée, non? Le contraste est flagrant. Twitter a banni définitivement le compte de Didi Secrets presque tout de suite. Direct. Et ils ont bloqué automatiquement tous les liens vers l'archive. Si vous essayez de tweeter un lien, ça mettait un avertissement de sécurité disant que c'était potentiellement malveillant. Et Reddit a fait pareil? Ouais, Reddit a supprimé sans préavis le forum r/BlueLeaks, où les journalistes s'organisaient pour trier les documents. Mais comment ils justifient ça? Je veux dire, à l'époque de Wikileaks, en 2010, Twitter laissait les liens circuler. Le compte Wikileaks est resté actif des années. C'est vrai, mais ça témoigne d'un changement d'époque. La politique de la Silicon Valley sur les données piratées a durci, surtout avec le climat super tendu de 2020. Ouais, mais c'est pas resté que numérique. Il y a eu une action physique assez folle en Europe. En Allemagne, oui. Les autorités allemandes ont saisi physiquement le serveur principal de DDoS Secrets. À la demande des États-Unis. Exactement. Et le détail qui tue, c'est que cette saisie s'est faite sans le moindre mandat judiciaire. Attendez, sans mandat judiciaire. Mais comment c'est légal? Saisir du matériel de journalisme ou d'indexation sans l'aval d'un juge? C'est la grande zone grise de l'hébergement web international. Emma Best l'a bien souligné. L'absence de mandat prouve l'intention réelle. Qui était? Le but, c'était pas de faire une enquête légale dans les règles. C'était une mesure d'urgence pour couper l'accès aux données, étouffer l'affaire le plus vite possible. De la censure pure et dure, donc. Voilà, au détriment total de la procédure judiciaire. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Parce qu'on se dit qu'après une telle humiliation, après avoir mis en danger la vie de centaines de milliers de policiers à cause d'une PME texane à l'abandon, l'État a dû revoir sa copie. C'est ce que dicte la logique, oui. Ils ont dû faire des audits, arrêter de tout centraliser, arrêter de sous-traiter aux moins offrants. Eh bien, l'histoire prouve exactement le contraire. L'inertie institutionnelle gagne toujours. Ne me dites pas qu'ils ont recommencé. Et si, les sources nous propulsent 5 ans plus tard, en mars 2025. C'est la sortie de BlueLeaks 2.0. Ah ouais, 91 gigas de données en plus. Toujours via Dido Secrets. C'est ça. Et cette fois, la cible, c'était la plateforme P3 Tips. C'est lié au programme Crime Stoppers. Faut bien expliquer ce que c'est, Crime Stoppers. C'est les plateformes où les citoyens peuvent signaler des crimes de façon totalement anonyme. Oui, la garantie absolue de l'anonymat, c'est la base du système. C'est pour ça que les témoins l'utilisent. Et c'est utilisé par tout le monde. L'Air Force, le Secret Service, le fisc américain. Sauf que la révélation de BlueLeaks 2.0, c'est que cet anonymat, c'était une vaste blague. Une illusion totale? Exactement. En arrière-plan, les administrateurs déanonymisaient systématiquement les signalements.
Mais comment En collectant les adresses IP, les métadonnées, les infos de connexion, ils traquaient l'identité des gens qui pensaient témoigner sous le sceau du secret absolu. C'est fou. C'est le même schéma qui se répète 5 ans plus tard. On retrouve cette foi aveugle dans des sous-traitants opaques et cette obsession de toujours collecter plus de données, même en mentant en public. Si on doit résumer toute notre analyse, c'est ce paradoxe structurel. La faiblesse de la sécurité publique américaine, elle est directement proportionnelle à son appétit pour la surveillance. Plus ta masse de données, Plus tu élargis ta surface d'attaque. Et quand tu confies ce point central à des sous-traitants mal payés ou pas audités, l'effondrement, c'est plus une probabilité, c'est juste une question de temps. c'est clair. Finalement, le vrai scandale de BlueLeaks, c'est pas tant le piratage d'Anonymous, c'est le constat d'une bureaucratie tentaculaire qui a voulu tout surveiller, tout stocker, et qui s'est effondrée sous son propre poids. C'est tout à fait ça. Le système qui devait voir à travers les murs de notre vie privée s'est retrouvé totalement transparent, exposant ses propres agents au passage. Les outils technologiques de masse, sans contrôle rigoureux, finissent toujours par se retourner contre leurs créateurs. Toujours. Ce qui nous laisse avec une vraie réflexion pour conclure. L'histoire de BlueLeaks, elle nous montre que le plus grand danger pour nos données, c'est pas forcément une armée de cyberespions étrangers. Non, vraiment pas. Parfois, la faille, c'est juste une PME sous-dimensionnée avec un formulaire web des années 90. Et on peut légitimement se demander, aujourd'hui, combien de ces petites entités invisibles détiennent dans l'ombre les clés de notre réalité numérique sans même qu'on soupçonne leurs existences.